RDC. Les FARDC repoussent l'AFC M23 à Walikale. Quelle est votre ligne rouge face à Kagame et son RDF? À Walikale, les FARDC et les Wazalendo viennent de repousser 2 attaques simultanées de l'AFC M23, soutenues par l'armée rwandaise de Paul Kagame. Mais jusqu'où le président Félix Tshisekedi laissera-t-il ces agressions se répéter avant de tracer une véritable ligne rouge à Kagame et à son RDF? Cette analyse vous plonge au cœur des combats de Banakindi, dans l'histoire des offensives de l'Est et dans les dilemmes stratégiques du Congo face à un voisin qui ne cache plus ses ambitions. Walikale est redevenu ce 15 août le théâtre d'affrontements acharnés entre les forces loyalistes congolaises et les rebelles de l'AFC M23. Sur les collines Itea et Itange, qui dominent les villages de Katobi et Nkobe, les FARDC, appuyés par les Wazalendo, ont dû contenir 2 attaques coordonnées des assaillants. Ces combats, qui se sont terminés par une victoire défensive congolaise, ne sont pas seulement un épisode militaire parmi tant d'autres. Ils révèlent les véritables enjeux d'un conflit que Paul Kagame et son armée RDF alimentent pour affaiblir la RDC, tester la détermination de Kinshasa et occuper des zones stratégiques. La question centrale, qui traverse toute la conscience nationale, est désormais claire. Quelle est la ligne rouge de Tshisekedi face à Kagame? Les rebelles ont attaqué simultanément, espérant submerger les positions défensives sur 2 fronts. Mais leur retrait précipité vers Mempeti, bastion consolidé 2 jours plus tôt avec des renforts en hommes et munitions, montre que l'offensive n'a pas atteint son objectif. Mempeti devient ici un symbole. Ce village sert de base arrière à l'AFC M23 pour projeter sa guerre vers Pinga, cité stratégique, véritable verrou de la région. S'ils prenaient Pinga, les rebelles étendraient leur rayon de contrôle et créeraient une zone tampon pour renforcer leur domination logistique, ouvrant la voie à un siège indirect de Walikale même. Ces attaques révèlent une dynamique inquiétante. La répétition des offensives rebelles, soutenues par Kigali, malgré les défaites locales. Kagame ne recule pas. Ses troupes, déguisées en AFC/M23, s'adaptent, testent les lignes de défense et attendent le moindre signe de faiblesse. La bravoure des FARDC et des Wazalendo, qui ont une fois de plus sauvé les villages de Katobi et Nkobe d'un désastre, ne doit pas masquer une vérité crue. Chaque bataille gagnée n'est qu'une étape dans une guerre prolongée qui vise à épuiser le Congo. La vraie question est politique. Tshisekedi a-t-il défini sa ligne rouge? Cette ligne rouge ne peut pas être abstraite. L'histoire récente regorge de précédents où l'absence de clarté a coûté cher. En 2012, le M23 originel avait pris Goma presque sans résistance, humiliant la RDC aux yeux du monde. Ce traumatisme collectif hante encore les Congolais. Laisser aujourd'hui l'AFC M23 avancer vers Pinga ou menacer Walikale reviendrait à rééditer la même erreur, céder le terrain pour espérer négocier après coup. Or, Kagame a compris cette faiblesse. Il sait que Kinshasa est souvent tenté par la voie diplomatique avant d'imposer un prix militaire. C'est ce calcul qui le pousse à poursuivre les provocations. Tshisekedi a proclamé à plusieurs reprises que l'intégrité territoriale du Congo est non négociable. Mais au-delà des mots, qu'est-ce que cela signifie concrètement? À quel moment dira-t-il que la présence du RDF sur le sol congolais est une ligne rouge franchie, appelant à une riposte non seulement défensive, mais offensive? Tant que cette ligne n'est pas clairement définie et respectée, Kigali continuera à envoyer ses bataillons sous l'étiquette M23, tout en se cachant derrière le mensonge diplomatique
du FDLR pour justifier ces incursions. Ce qui s'est passé à Banakindi est un exemple parfait. 2 attaques coordonnées, planifiées, exécutées avec des armes modernes que seule une armée étatique peut fournir. Aucun doute ne subsiste que l'AFC/M23 est une extension du RDF. Et pourtant, au niveau international, Kagame continue de manœuvrer, se présentant comme garant de la stabilité régionale, courtisant l'Occident avec des contrats miniers et des partenariats sécuritaires. Pendant ce temps, le sang congolais coule et les villages de Walikale vivent dans la peur d'un prochain assaut. La RDC a déjà montré qu'elle peut résister. Les Wazalendo, avec leur connaissance du terrain et leur détermination, sont devenus un pilier essentiel de cette résistance. Mais leur courage ne peut remplacer une stratégie claire de l'État. Le peuple attend de Tshisekedi qu'il prenne une décision forte. Rappeler au monde que la souveraineté congolaise n'est pas une carte à négocier, mais une réalité qu'aucune puissance, qu'elle soit régionale ou mondiale, ne peut violer impunément. À ce stade, une véritable stratégie punitive contre Kigali doit être envisagée. La question n'est plus seulement de repousser les attaques, mais de dissuader Kagame. Comment? Par une redéfinition des alliances militaires régionales, par un renforcement massif et rapide des FARDC, par l'isolement diplomatique de Kigali et par la fermeture de certaines passerelles économiques qui permettent à Kagame de financer ses aventures militaires. Une ligne rouge doit se traduire par des mesures tangibles. Interdiction totale pour le Rwanda d'accéder aux minerais congolais, suspension de toute coopération bilatérale et, si nécessaire, droit de poursuite contre les troupes RDF identifiées sur le territoire. Mais cela suppose du courage politique. La vraie interrogation que ce reportage soulève est simple. Tshisekedi a-t-il ce courage? Jusqu'ici, il a montré de la fermeté dans ses discours, mais sur le terrain, Kagame continue de tester la RDC. À Walikale, à Rutshuru, à Masisi, partout où l'AFC/M23 et le RDF opèrent, les Congolais attendent une réponse claire. La défense héroïque des FARDC à Banakindi ne doit pas devenir une simple note de victoire parmi tant d'autres. Elle doit être le point de départ d'une stratégie où la RDC dit « plus jamais ». Ce combat de Walikale doit sonner comme un avertissement. Chaque village sauvé est un fragment de la souveraineté préservée. Mais la souveraineté ne peut pas être défendue éternellement, en réaction. Elle doit être protégée par anticipation, par une doctrine claire. Kagame ne franchira pas cette ligne, sous peine de confrontation totale. Alors, Monsieur le Président, quelle est votre ligne rouge? Ce combat de Walikale doit sonner comme un avertissement. Chaque village sauvé est un fragment de la souveraineté préservée. Mais la souveraineté ne peut pas être défendue éternellement en réaction. Elle doit être protégée par anticipation, par une doctrine claire. Kagame ne franchira pas cette ligne, sous peine de confrontation totale. Alors, Monsieur le Président, quelle est votre ligne rouge? Car si l'on remonte l'histoire des offensives dans l'est du Congo, une constante se dessine. Le Rwanda et ses marionnettes locales testent toujours les limites de la tolérance congolaise. Déjà, dans les années 1996 à 1997, lors de la première guerre du Congo, Kigali avait réussi à masquer son invasion derrière une coalition de prétendus rebelles congolais. En 1998, la Seconde Guerre avait suivi, plongeant le pays dans un chaos qui fit plusieurs millions de morts. À chaque fois, l'absence d'une ligne rouge claire permit à l'ennemi de progresser, d'occuper, de piller. L'histoire semble se répéter aujourd'hui avec l'AFC/M23, malgré l'expérience douloureuse accumulée. La prise de Bunagana en juin 2022
est une illustration récente de ce schéma. Bunagana, poste frontalier stratégique, est resté depuis entre les mains des rebelles. Et malgré les protestations diplomatiques, malgré les promesses de négociation, cette ville n'a pas encore été libérée. Pourquoi? Parce qu'aucune ligne rouge n'avait été fixée à l'avance. Parce que la RDC a réagi après coup, au lieu d'imposer dès le départ une limite infranchissable. Or, chaque occupation prolongée devient une normalisation. Kigali le sait très bien. Plus un territoire reste longtemps occupé, plus le monde l'oublie et l'intègre comme un fait accompli. Aujourd'hui, avec Walikale, le risque est identique. Les rebelles renforcent Mpeti, planifient une attaque contre Pinga, et si cette cité tombe, l'effet domino sera catastrophique. Pinga est un carrefour. Il contrôle les voies d'accès vers le nord du territoire, mais aussi les routes vers Goma. Si les rebelles s'en emparent, Walikale sera isolé et les FARDC auront à gérer une nouvelle profondeur de front. Les civils paieront le prix fort, car là où l'AFC/M23 s'installe, suivent immédiatement les pillages, les exactions, les déplacements massifs de population. Le problème est que Kagame ne se contente pas de l'Est congolais. Sa stratégie est globale. En occupant des zones minières, il vise le contrôle de ressources vitales comme le coltan, la cassitérite, l'or, tous indispensables à l'industrie mondiale. Ces minerais, une fois extraits illégalement, sont blanchis au Rwanda, puis exportés vers les marchés internationaux avec un label « Made in Rwanda ». Le Rwanda, pays de 8 millions d'habitants avec un sol pauvre en ressources, est devenu l'un des plus grands exportateurs de coltan et d'or en Afrique. Ce paradoxe n'existe que parce que la RDC tolère ou subit ce pillage. Ici encore, la ligne rouge est absente. Il faut aussi rappeler que Kagame joue sur plusieurs échiquiers à la fois. Sur le plan diplomatique, il se présente comme l'allié modèle de l'Occident, prêt à accueillir des réfugiés pour le compte du Royaume-Uni, à fournir des contingents militaires en Centrafrique ou au Mozambique, à soutenir les opérations sécuritaires en échange d'un appui politique. Il vend l'image d'un homme fort, moderne, technocrate, à 1000 lieues de la réalité de son régime autoritaire. Mais derrière ce vernis, il poursuit sa guerre au Congo, sachant que l'Occident fermera les yeux tant que ses intérêts stratégiques ou économiques seront préservés. C'est pour cela que la question de la ligne rouge n'est pas seulement nationale, elle est aussi géopolitique. Car tant que Tshisekedi ne définit pas cette limite et ne la fait respecter, Kagame continuera d'exploiter l'ambiguïté. Or, la RDC a aujourd'hui plus d'atouts qu'hier. Elle n'est plus isolée diplomatiquement. Elle a su attirer l'attention des États-Unis, qui, sous l'impulsion de Trump et de son entourage, veulent stabiliser la région. Elle bénéficie aussi du soutien du Burundi, dont le président Ndayishimiye a dénoncé ouvertement les agressions rwandaises. Elle peut compter sur la solidarité des Wazalendo, qui ne sont pas de simples supplétifs, mais une véritable armée populaire prête à défendre chaque mètre du territoire. Alors, pourquoi hésiter? Pourquoi ne pas annoncer clairement que la prise de Pinga constituerait un casus belli? Pourquoi ne pas dire au monde, si une seule colline supplémentaire tombe, si une seule cité comme Walikale ou Lubero est menacée, nous riposterons en poursuivant l'ennemi jusque dans ses sanctuaires? Cette clarté est attendue par le peuple. Elle donnerait un souffle nouveau au FARDC et au Wazalendo. Elle rassurerait les déplacés. Elle montrerait aux alliés que la RDC a une vision et qu'elle n'est pas condamnée à subir indéfiniment. Bien sûr, tracer une ligne rouge implique d'être prêt à l'assumer. Cela veut dire renforcer l'armée, moderniser les équipements, améliorer la logistique. Cela veut dire
Combattre la corruption au sein des FARDC, qui affaiblit la chaîne de commandement et détourne les soldes. Cela veut dire instaurer une discipline stricte pour que chaque ordre présidentiel soit appliqué sans détour ni trahison. Cela veut dire aussi investir dans la diplomatie, car une ligne rouge n'a de valeur que si elle est reconnue et soutenue à l'international. Tshisekedi doit mobiliser ses alliés, expliquer au Conseil de sécurité que le Congo ne peut plus tolérer cette agression, convaincre l'Union africaine que ce n'est pas seulement un problème congolais, mais une menace régionale. En parallèle, des mesures économiques fortes doivent accompagner cette doctrine. Le Rwanda profite du port de Mombasa et des corridors commerciaux pour exporter les minerais congolais pillés. Pourquoi la RDC ne prendrait-elle pas la décision d'interdire le transit de ses propres marchandises par ce corridor et de privilégier Dar es Salaam? Pourquoi ne pas fermer temporairement Equity Bank, dont les capitaux kenyans servent parfois à financer des circuits opaques liés au commerce des minerais? Pourquoi ne pas expulser les entreprises soupçonnées de collaborer avec Kigali? Ces mesures économiques sont des armes pacifiques, mais redoutables si elles sont utilisées avec détermination. Car la vérité est que Kagame ne comprend que le rapport de force. Chaque recul congolais l'encourage, chaque hésitation de Kinshasa l'invite à avancer davantage. Mais chaque résistance ferme, chaque contre-offensive victorieuse le freine. Walikale a montré que la détermination paie. Les FARDC et les Wazalendo ont prouvé qu'ils peuvent se contenir 2 attaques simultanées. Imaginez ce qu'ils pourraient faire avec des moyens modernisés, avec une logistique soutenue, avec un président qui leur dit « Voici notre ligne rouge. Défendez-la coûte que coûte. Et si elle est franchie, l'heure de la contre-offensive a sonné. » L'opinion congolaise est déjà mûre pour ce discours. Les populations de Goma, de Beni, de Butembo, de Rutshuru, de Masisi, de Walikale, toutes savent ce qu'elles endurent depuis des décennies. Elles ne veulent plus d'accords fragiles qui permettent aux rebelles de revenir quelques mois plus tard. Elles veulent la paix, mais une paix solide, construite sur une victoire militaire et politique. Elles attendent du président non plus seulement des mots, mais des actes. Le slogan « Le peuple d'abord » ne peut avoir de sens que si ce peuple est protégé, non sacrifié. Alors oui, la question qui se pose à Tshisekedi est existentielle. Quelle est votre ligne rouge face à Kagame? Est-ce Bunagana? Est-ce Pinga? Est-ce Walikale? Est-ce Goma? Ou est-ce simplement chaque centimètre de terre congolaise? Tant que cette réponse n'est pas donnée, le Rwanda jouera sur le flou, continuera ses incursions, et l'Est du Congo demeurera une plaie ouverte. Mais il est encore temps de changer le cours de l'histoire. Les victoires de Banakindi peuvent marquer un tournant, si elles s'inscrivent dans une stratégie plus large. Une stratégie où la RDC dit enfin « Nous avons trop souffert, nous avons trop reculé. Désormais, voici la ligne que personne, pas même Paul Kagame et son RDF, n'aura le droit de franchir. » Mais il est encore temps de changer le cours de l'histoire. Les victoires de Banakindi peuvent marquer un tournant, si elles s'inscrivent dans une stratégie plus large. Une stratégie où la RDC dit enfin « Nous avons trop souffert, nous avons trop reculé. Désormais, voici la ligne que personne, pas même Paul Kagame et son RDF, n'aura le droit de franchir. » Ce n'est pas la première fois que le Congo est confronté à ce dilemme. L'histoire est jalonnée d'épisodes où le pays, faute de préparation ou de clarté politique, a laissé l'ennemi franchir des seuils décisifs. Il suffit de se rappeler les 6 jours de Kisangani, en juin 2000, où les armées rwandaises et ougandaises se sont affrontées en plein territoire congolais, transformant la ville en champ de bataille au détriment des civils. Pendant 6 jours,
plus d'1 millier de Congolais ont perdu la vie, sous les yeux d'une communauté internationale impuissante. Cet épisode tragique montre que lorsque la souveraineté congolaise n'est pas protégée, ce sont toujours les populations qui en paient le prix. La chute de Goma en novembre 2012 est une autre illustration frappante. Le M23, déjà manipulé et financé par Kigali, avait réussi à s'emparer de cette capitale provinciale stratégique presque sans combat, humiliant les FARDC et exposant au monde entier la fragilité de l'État congolais. Il avait fallu une mobilisation internationale, des sanctions symboliques contre le Rwanda et surtout une contre-offensive bien préparée des FARDC, appuyée par la brigade d'intervention de l'ONU pour que la ville soit libérée 1 an plus tard. Mais l'enseignement majeur de cette période est resté gravé dans la mémoire congolaise. Tant qu'une ligne rouge n'est pas imposée, l'ennemi avance, occupe, pille et terrorise. Bunagana, en 2022, répète ce scénario. Cette cité frontalière, vitale pour le commerce, est tombée sous contrôle de l'AFC M23 avec l'appui direct du RDF. Depuis, elle n'a jamais été récupérée. La RDC, malgré ses protestations diplomatiques, n'a pas encore lancé de grande offensive pour la libérer. Ce statu quo est dangereux, car il crée un précédent. Il montre à Kagame qu'il peut occuper un territoire indéfiniment sans subir de sanctions réelles. Bunagana est devenu une vitrine du pillage organisé, un passage obligé pour les minerais et les armes, un symbole de l'impuissance politique congolaise face à l'agression. Cette répétition historique doit servir d'avertissement. Chaque recul du passé, chaque occupation tolérée, chaque hésitation diplomatique a nourri l'audace de Kagame. Le moment est venu de rompre avec ce cycle. Les victoires défensives, comme celle de Walikale, ne doivent plus être isolées. Elles doivent être intégrées dans une doctrine claire. Ne jamais laisser l'ennemi transformer une occupation temporaire en fait accompli. Dans cette bataille, le rôle des puissances étrangères ne peut pas être minimisé. Depuis la fin de la guerre froide, le Congo est devenu l'un des terrains de jeu les plus convoités par les grandes puissances. Les États-Unis, longtemps hésitants, semblent aujourd'hui plus conscients du danger que représente Kagame pour la stabilité régionale. Sous l'administration Trump, une volonté claire s'affirme de pousser vers un accord de paix, mais surtout de rééquilibrer les rapports de force en faveur de la RDC. Ce basculement diplomatique peut offrir à Tshisekedi une opportunité historique, s'appuyer sur Washington pour contraindre Kigali à se retirer, tout en renforçant ses propres capacités militaires. La France, en revanche, reste prisonnière de ses ambiguïtés. Paris a longtemps soutenu Kigali comme modèle de stabilité, tout en fermant les yeux sur ses dérives au Congo. Macron, malgré quelques déclarations critiques, n'a jamais osé rompre franchement avec Kagame. Cette complaisance nourrit l'arrogance de Kigali. Quant à la Russie et à la Chine, elles avancent leurs pions. Moscou se présente comme un partenaire militaire alternatif, tandis que Pékin consolide son emprise économique sur les minerais congolais. Tshisekedi doit naviguer entre ces puissances, en tirer profit sans retomber dans une dépendance qui rappellerait les décennies d'asservissement néocolonial. Mais au-delà des jeux diplomatiques, c'est le peuple congolais qui constitue la véritable force de résistance. Les Wazalendo incarnent cette énergie patriotique brute. Ces combattants, issus des communautés locales, connaissent chaque colline, chaque sentier, chaque rivière de leur territoire. Ils se battent non pour des salaires, mais pour protéger leur famille, leur terre, leur dignité. Leur courage est devenu un symbole national, une preuve que l'unité populaire peut compenser les failles de l'État. Pourtant, leur bravoure ne doit pas masquer les responsabilités de Kinshasa. C'est à l'État d'organiser, de structurer, de professionnaliser cette résistance pour en faire une force complémentaire
au FARDC, et non une armée parallèle. Les mouvements citoyens ajoutent une autre dimension. Depuis plusieurs années, des voix s'élèvent pour dénoncer le silence complice de certaines élites et pour exiger des réponses concrètes à l'agression. À Kinshasa, à Goma, à Bukavu, des manifestations ont rappelé que le peuple n'accepte plus la résignation. Cette pression de la société civile est une arme politique que Tshisekedi peut utiliser pour justifier des choix forts. En interne, comme à l'international, il peut dire qu'il agit parce que son peuple l'exige. Et ce peuple exige une ligne rouge. L'impact économique de cette guerre est considérable. Chaque zone occupée par le M23 est une zone de production minière qui échappe au contrôle de l'État. Les revenus de l'or, du coltan, du tungstène s'évaporent vers Kigali, tandis que Kinshasa perd des centaines de millions de dollars de recettes fiscales. Ces pertes affaiblissent la capacité du gouvernement à financer son armée, ses infrastructures, ses services sociaux. C'est un cercle vicieux. Plus le Rwanda pille, plus le Congo s'appauvrit, plus il devient difficile de financer la défense. Briser ce cercle, c'est précisément ce que signifie tracer une ligne rouge, protéger les ressources pour financer la souveraineté. Dans ce contexte, la RDC doit aussi penser à son avenir continental. Elle n'est pas seulement un pays agressé, elle est une puissance potentielle pour toute l'Afrique. Avec son immensité territoriale, ses richesses minérales, son potentiel hydroélectrique, ses forêts, son agriculture, elle peut devenir le moteur du continent. Mais cela ne sera possible que si elle sécurise son territoire. L'agression de Kagame n'est pas seulement un problème congolais, c'est une tentative de saboter la montée en puissance d'un géant africain. En résistant, le Congo défend non seulement sa souveraineté, mais aussi une certaine vision de l'avenir du continent. Car l'Afrique a besoin d'exemples, elle a besoin de pays qui montrent que la souveraineté peut être défendue, que les frontières ne sont pas des lignes effacées par les ambitions des voisins. Elle a besoin d'un Congo debout, affirmant que l'époque des invasions impunies est révolue. Tshisekedi a donc une responsabilité historique. Sa ligne rouge ne doit pas seulement être une posture politique, mais un acte fondateur. Dire au monde que le Congo désormais n'est plus un terrain de jeu, mais un État qui impose le respect. Voilà pourquoi la bataille de Walikale, qui pourrait paraître locale, a en réalité une portée nationale et continentale. Chaque balle tirée à Banakindi, chaque colline défendue, chaque village sauvé est un message envoyé à Kagame. Nous ne reculerons plus. Mais ce message doit être amplifié par la voix du président, par une décision claire et irrévocable. Car au bout du compte, l'histoire retiendra une question simple. Tshisekedi, quelle est votre ligne rouge face à Kagame et son RDF? En définitive, ce qui s'est joué à Walikale n'est pas une simple bataille de plus dans la longue guerre de l'Est. C'est un symbole, un rappel brutal que l'ennemi est toujours là, qu'il avance, qu'il teste, qu'il cherche à grignoter chaque parcelle de souveraineté congolaise. Mais c'est aussi une preuve éclatante que le Congo n'est pas condamné à subir. Les FARDC et les Wazalendo ont montré qu'avec courage et unité, on peut repousser l'ennemi, préserver les villages, sauver des vies. Pourtant, cette victoire défensive ne suffira pas si elle n'est pas inscrite dans une stratégie claire. L'histoire nous enseigne que chaque recul toléré, chaque occupation normalisée, chaque compromis mal pensé finit par coûter des milliers de vies et par renforcer l'arrogance de Kagame. Aujourd'hui, plus que jamais, la RDC doit transformer ses victoires locales en un cap national, définir une ligne rouge. Monsieur le Président, Félix Tshisekedi, le peuple congolais
vous regarde et vous écoute. Il attend de vous non plus seulement des discours, mais un engagement clair, simple, indiscutable. Dites au monde et à Kagame, voici la limite. Si elle est franchie, la réponse ne sera plus la diplomatie sans fin, mais la riposte totale. Une ligne rouge n'est pas une provocation, c'est une garantie de paix, parce qu'elle dissuade l'agresseur. Chaque génération de Congolais a eu son combat pour la dignité et la souveraineté. La vôtre est en cours. Elle se joue à Walikale, à Bunagana, à Rutshuru, à Masisi, à Goma, partout où le sang congolais est versé. Ne laissez pas l'histoire dire que vous avez hésité, que vous avez temporisé, que vous avez toléré l'intolérable. Laissez-la dire que vous avez choisi la voie de la clarté, que vous avez tracé une ligne rouge et que vous avez tenu parole. Car au fond, la question demeure, brûlante et sans détour. Tshisekedi, quelle est votre ligne rouge face à Kagame et son RDF?